Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. En direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, c'est le fait marquant de cette fin d'année dans le paysage global macro. L'espoir d'une réouverture sanitaire en Chine. Un espoir qui gagne encore en traction ces dernières heures, avec de plus en plus d'éléments qui confirment un assouplissement des restrictions sanitaires en Chine, à commencer par les grandes villes type Pékin ou encore Shanghai. Ces éléments s'accumulent depuis plusieurs jours, voire depuis quelques semaines maintenant, et ouvrent la voie évidemment à une reprise économique en Chine qui sera peut-être un des faits marquants de ce début d'année 2023. Quelles peuvent être d'ailleurs les conséquences globales macro d'une réouverture et d'une reprise de l'économie chinoise? C'est une question qu'on pourra se poser en vue des perspectives pour 2023. Et puis on notera qu'une réouverture en Chine entraîne forcément peut-être un regain de tension sur les matières premières. On voit le pétrole qui repart à la hausse de plus de 2% en ce début de semaine, avec un brut léger américain à plus de $81 le baril désormais, alors que l'OPEP+ a finalement décidé d'un statu quo lors de sa réunion qui se tenait ce week-end. La décision a été prise dimanche, décision d'un statu quo qui intervient après une décision de réduction des quotas de production de 2 millions de barils par jour lors de la réunion précédente. Cette réduction est donc maintenue. Il n'y a pas eu de réduction supplémentaire de la part de l'OPEP+ à ce stade. Voilà donc pour les éléments macro du jour, au démarrage d'une semaine qui s'annonce plutôt légère en matière d'indications statistiques. On aura néanmoins la grande enquête d'activité dans les services aux États-Unis cet après-midi, l'ISM Service pour le mois de novembre, et puis quelques décisions de banque centrale avant les grandes décisions attendues la semaine prochaine de la Fed et de la Banque centrale européenne. Nous aurons cette semaine, demain, une décision de la Banque d'Australie, et puis mercredi, c'est la Banque du Canada également qui devrait à nouveau remonter ses taux, mais seulement de 50 points de base désormais. C'est le pas désormais qui est choisi par la Banque du Canada depuis sa décision et sa réunion précédente. Voilà donc pour les infos du jour sur les marchés. Comme chaque lundi, le plan de trading à suivre dans quelques instants. Après 9 semaines de hausse consécutive pour le CAC 40 à Paris, peut-on avoir comme hypothèse l'idée d'un retracement? Ce retracement, cette petite correction des indices en Europe se fait attendre, même si on notera une teinte légèrement négative à mi-séance pour les indices européens, avec une baisse limitée à 0,5% pour le CAC 40. Et c'est donc Vincent Bois, les équipes d'analyse d'IG qui sont à mes côtés pour entamer cette édition. Vincent, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes avec nous chaque lundi. IG, partenaire du plan de trading de Smart Bourse, avec cette question effectivement, et on peut prendre d'ailleurs une vue franco-française à travers l'indice CAC 40, qui a été un des indices qui a le mieux profité du rallye d'automne jusqu'à présent. Vincent, 9 semaines de hausse consécutive pour l'indice CAC. Certes, la semaine dernière a été une semaine avec une dynamique un peu moins folle que les précédentes. On sent bien qu'on commence à plafonner au-delà des 6700 points pour l'indice CAC 40, ce qui fait que tout le monde aimerait bien voir une petite correction ou un petit retracement peut-être de ce mouvement de hausse qui aura été intense depuis plus de 2 mois maintenant. Ah, tout à fait, c'est effectivement un peu ce qu'on attend, puisque déjà le rebond s'est fait sur des marchés qui étaient très baissiers. On a eu une accélération, peut-être certaines améliorations, peut-être pas sur le plan économique, mais plutôt sur le plan de l'inflation, puisque c'était le sujet primordial ou le premier sujet qu'on regardait. Mais on en parlait déjà il y a quelques semaines, c'est entre l'inflation, où justement on commence à espérer un pic, et puis se poser la question de la récession ou non. Donc là, on est un peu entre les deux. Un train peut en cacher un autre, m'a dit un voilà. Gérard. C'est le train de l'inflation passe, attention, le train de la récession arrive. Exactement. Donc on profite encore justement de cette fin d'inflation, ou en tout cas de l'espérance du pic, et on n'est pas encore en train de se dire peut-être que les données économiques nous annoncent quelque chose de pire finalement, ou en tout cas une période qui n'est pas encore terminée, une période de difficulté. Donc le marché en profite encore. On s'attendait peut-être à une correction peut-être un peu avant. Pour le moment, eh bien, on voit que le mouvement est moins intensif, mais tout de même qu'il y a encore le marché veut continuer d'espérer finalement. Donc
Du côté de l'inflation, on l'a dit, c'est un peu de côté. Ce qu'il faut maintenant pour avoir cette respiration, on l'espère, et pas non plus une correction trop importante, c'est d'avoir justement ces données économiques qui pourraient montrer que, bien finalement, la politique monétaire qui pourrait devenir un peu plus accommodante, il y a une raison à cela. Et donc, c'est que les perspectives économiques pourraient être pires qu'attendues. Donc, on est toujours entre ces deux trains, justement. Mais ce qui pourrait amener, si on va trop loin, à une chute un peu plus brutale, puisque si on se dit que tout va bien un peu trop longtemps, voilà, la réaction pourrait être un peu plus brutale. Comment la situation se traduit graphiquement là, pour le CAC 40, justement Justement, Vincent, sur le CAC, les 6800 qui ont fait office de barrière, résistance, donc sur les 6800, on pourrait espérer par la suite, au-delà de ces 6800, donc si cela continue sur le CAC, eh bien, le point au-delà, c'est l'ancien plus haut historique. C'est 6940 qu'on avait atteint dans les années 2000. On a mis du temps à venir les dépasser pour enfin aller chercher les 7000 points par la suite. Donc c'est le niveau suivant, au-delà des 6800. Ce qui veut dire tout de même que c'est les des données gros niveaux. Voilà, et les données économiques seraient encore plus de côté. À moins qu'il n'y ait pas de ralentissement sur les données économiques, ce qui pourrait nous amener à ce niveau. Là, techniquement, on a vu le CAC 40, 6800, retour en arrière, donc une hésitation. Il y a quelques données économiques, on l'a vu en Europe, les PMI qui n'étaient pas très bons en Europe, et puis aux États-Unis cet après-midi, l'ISM, qui pourrait amener peut-être justement à un peu plus d'inquiétude sur l'économie et pourrait nous amener par ricochet, c'est aux États-Unis, mais également en Europe, à revenir sous les 6700 et le point que l'on va chercher vers les 6600, 6620 points. Sous ce niveau, attention justement, cela pourrait être amené, avec des données économiques encore moins bonnes, à venir casser les 6600 et à aller chercher des moyennes mobiles, 200, 100 périodes, qui sont un peu plus basses. Donc il faudrait, prise en compte justement des perspectives de récession, pourrait nous amener facilement vers les 6300. Il faut se préparer à un moment, à un schéma où les mauvaises nouvelles économiques ne seraient plus vues comme des bonnes nouvelles pour les marchés. Tout à fait. À un moment, il faudra passer par la case. Les mauvaises nouvelles économiques sont aussi des mauvaises nouvelles pour les marchés. Même si on a quand même encaissé beaucoup de pessimisme tout au long de 2022. Bien sûr, oui, tout à fait. Mais parce que les marchés conservaient leur vision de l'inflation, la politique monétaire. Donc maintenant que la politique monétaire devient plus accommodante, eh bien on se dit tout va bien, baisse de l'inflation, et en plus, on a peut-être des baisses de taux à venir. Mais s'il y a des baisses de taux, c'est peut-être qu'il y a... Le meilleur des deux mondes est parfois un peu compliqué à avoir. Comment est-ce que la situation se traduit sur le marché américain ? C'est intéressant parce qu'on parle de plus en plus du Dow Jones. Alors, c'est pas forcément l'indice le plus suivi par les professionnels des marchés et par les investisseurs professionnels, mais c'est quand même un indice un peu vieillot qui est revenu au goût du jour avec effectivement une reprise des secteurs hors technologie, plus industriels, plus cycliques, plus value peut-être. Qui sont impactés lors de récession, justement, beaucoup plus impactés. On suit plus le S&P, bien entendu, l'indice technologique. C'est la référence mondiale. Mais le S&P est à un niveau technique extrêmement important. C'est une résistance oblique qui a bloqué la progression depuis plus d'un an maintenant. Donc, extrêmement sensible. Sur le Dow Jones, pourquoi on surveille le Dow Jones ? Parce que justement, les indices technologiques ont été très baissiers. Avec la hausse des taux, ils sont plus sensibles, bien entendu. Ils ont besoin de taux bas pour emprunter des sociétés de croissance. Les sociétés cycliques, le Dow Jones, lui, est influencé par les risques de récession. Ici, on voit bien que le marché price le soft landing, puisque le Dow a pris plus de 30% depuis octobre. En revanche, si on voit des données économiques qui commencent à se tarir ou voire être vraiment négatives, eh bien le Dow Jones, lui, va passer à la baisse. D'autant plus qu'il a bien progressé. Alors attention à cette baisse qui pourrait être brutale sur le Dow Jones. Et il n'y a que 30 sociétés, mais 30 sociétés qui sont extrêmement impactées par l'économie et les perspectives économiques. Donc à suivre le Dow Jones qui pourrait nous amener, on parlait tout à l'heure de Caterpillar, qui est une belle donnée, une société qui est emblématique de ce qu'on vit en ce moment. C'est au plus haut historique, je crois. Au plus haut historique, en effet. Alors qu'en octobre, on était sur le plus bas de 2 ans. Donc voilà, en l'espace de 2 mois à peine, on est passé de $160 à $230. Donc voilà. Par contre, si récession il y a, eh bien au premier signe, c'est une des sociétés qui va commencer à chuter lourdement. Bon,
d'un excès à l'autre, le marché cherche peut-être un nouvel équilibre qui soit en phase avec ce qu'on peut attendre de la macroéconomie en 2023. Alors, il y a une histoire nouvelle également cette fin d'année, Vincent, et pour ça, il faut regarder ce qui se passe en Asie et en Chine, notamment à travers l'indice Hang Seng de Hong Kong, Tout à fait. qui, lui, se réveille également et qui a dû reprendre, j'imagine, là aussi 30% et plus depuis fin octobre, je pense, pour l'indice de Hong Kong. Un peu contre la tendance, là aussi, d'une certaine manière. Alors oui, parce que cela est parti de rumeurs, mais alors si on regarde un peu en arrière, la baisse a commencé avant les indices aux États-Unis ou en Europe. Oui. Donc on est sur une baisse continue depuis peut-être mars 2021. Donc voilà, 1 an et demi à peu près de baisse. Donc on commence à se reprendre, ce qui est tout à fait logique, sur au début des rumeurs de réouverture du pays, qui ont commencé comme ça, certaines rumeurs sur les réseaux sociaux, où on connaît la Chine et le parti, il était difficilement pensable que des rumeurs ou que la population allait faire changer les choses. Et puis finalement, ces rumeurs étaient plus ou moins fondées. C'est ce qu'on voit actuellement, la baisse des restrictions, la baisse des jours de quarantaine, plus des soutiens à l'économie et au système financier. Ce qui est plutôt positif. Donc une hausse qui est légitime et qui, on pense qu'en Asie, ou en tout cas en Chine, le pire est derrière eux. Donc un retour haussier tout à fait légitime, à voir si cela va poursuivre ou pas, parce que bien sûr la croissance chinoise est aussi dépendante de la demande qui vient d'Europe, des États-Unis. S'il y a des récessions ou des baisses importantes de la croissance économique dans ces zones, la Chine, bien sûr, le rebond sera moins important. Et on arrive également à un niveau technique, puisqu'on parle ici d'analyse technique, on arrive à un niveau technique important sur le Hang Seng, avec une moyenne mobile de 100 jours que l'on n'a pas franchie depuis juillet l'année dernière. Une oblique également, cette résistance oblique que l'on retrouve sur les indices européens américains. Donc on est vraiment sur un niveau important vers les 19 300, 19 400. Donc est-ce que la technique pourrait, le niveau technique que l'on retrouve sur le S&P, que l'on retrouve sur le Hang Seng, pourrait amener à cette correction, au-delà du marché, des investisseurs qui se rendent compte que peut-être la récession vient, de voir une analyse technique, on est sur des niveaux, il est peut-être temps justement de laisser respirer un peu ces graphiques, de prendre ses positions, de prendre ses bénéfices. Ouais. Ce serait effectivement le scénario idéal d'avoir une petite pause, une petite consolidation, voire un retracement, une petite correction. Après un tel mouvement qu'on a pu décrire est assez global au final, on l'a vu avec le CAC, le Dow Jones et l'indice Hang Seng de la bourse de Hong Kong. Le rallye est assez global désormais et la participation à la hausse est nettement plus large que ce qu'on a pu observer jusqu'à présent. Merci beaucoup Vincent. Merci. Vincent Bois, analyste chez IG, avec nous chaque lundi pour le plan de trading à 12h30 dans Smart Bourse sur Bismart. Revenons à présent spécifiquement sur la situation américaine avec Thomas Kosterg en visioconférence avec nous depuis Genève, économiste senior en charge des États-Unis chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas, merci beaucoup d'être avec nous. On va parler des perspectives que vous avez élaborées en prévision de 2023 pour la macroéconomie américaine, mais partons du dernier rapport sur l'emploi qui a été publié vendredi pour le mois de novembre. Il y a toujours différents niveaux de lecture. Thomas, globalement, on a tous en tête que le chiffre était encore fort en matière de création d'emplois, à plus de 250 000 à nouveau au mois de novembre et un taux de chômage qui ne bouge toujours pas à 3,7%. Quelle est la lecture peut-être un peu plus fine qu'il faut faire de ce rapport quelques jours après, Thomas ? Oui, alors tout d'abord, la lecture quand même au premier niveau est importante. On a quand même donc un marché du travail. Si on regarde la fameuse Sainte Trinité, création d'emplois, taux de chômage et salaire, on a un marché de l'emploi américain qui reste très solide. C'est vrai que le grand focus des chiffres, là en l'occurrence, c'était les salaires. Il y a une certaine résilience dans les salaires. Donc on parle là des salaires par heure qui remontaient à plus de 5% en glissement annuel et qui pourrait laisser penser que la Réserve fédérale pourrait rester sur ses gardes et pourrait avoir donc une communication encore au quiche. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux de lecture de ce rapport de l'emploi. Il y a notamment, moi je regarde beaucoup les indicateurs de cycle économique et on voit qu'il y a quand même une décélération sous-jacente du cycle économique américain. Alors pourquoi ?
Enfin, surtout, où est-ce qu'on voit ça? On voit dans l'emploi temporaire qui se met à baisser. En général, les premiers signes de faiblesse du cycle, c'est les emplois temporaires qui commencent à baisser. Donc, on voit ça. On a également, alors dans le secteur, par exemple, de la consommation, on a eu aussi des baisses d'emplois. On a aussi les heures hebdomadaires, le nombre d'heures travaillées hebdomadaires qui continue de baisser. Ça aussi, c'est un signe d'effritement du cycle économique. Donc, on a quand même plusieurs signaux qui sont assez négatifs en termes de tendance, pour ne pas évidemment aussi souligner la grande surprise des économistes pour ceux qui regardent les données, c'est aussi cette différence entre les deux enquêtes, puisqu'il y a une enquête des ménages et une enquête des entreprises, et il y a une divergence également entre les deux enquêtes qui pourrait laisser penser que également l'enquête des entreprises pourrait être en fait plus faible que ce qu'elle ne l'est vraiment. Donc oui, si on regarde spot, et ça va être certainement la lecture de la Réserve fédérale, l'économie va bien, il faut continuer le resserrement monétaire. Si on analyse un peu plus fine des choses, on voit quand même qu'il y a une détérioration sous-jacente du cycle économique qui est cohérente avec potentiellement une entrée en récession en début d'année 2023. Est-ce que cette lecture avancée des indicateurs du cycle économique, Thomas, est-ce que c'est ce dont la Fed tient compte désormais? Est-ce que ça explique notamment la tonalité du discours de Jérôme Powell en début de semaine dernière, donc avant la publication des chiffres d'emploi qu'on vient de commenter, qui est un discours, alors il y a toujours deux parties là aussi dans le discours de la Fed, mais c'est vrai que la partie dovish est assez nouvelle et semble encore renforcée à l'issue de la dernière communication de Jérôme Powell, le président de la Fed. Est-ce que c'est ce côté forward-looking qui revient un peu plus dans la fonction de réaction de la Réserve fédérale américaine? Alors je ne pense pas, je pense que la Fed reste arc-boutée sur le marché du travail, qui est lui-même un indicateur retardé du cycle économique. J'ai envie de souligner quand même que la plupart du speech de Jérôme Powell, donc la semaine dernière, était hawkish, dans le sens où Jérôme Powell et la Fed a peur de tensions inflationnistes qui proviendraient d'un marché du travail qui soit trop bouillonnant, trop actif, et qui donc donnerait de l'inflation salariale et donc de l'inflation dans les services. C'était ça le message de Jérôme Powell. Alors c'est vrai qu'il a aussi dit que dans les prévisions du mois de décembre, le fameux taux terminal ne serait que légèrement revu à la hausse. Donc c'est pour ça que les marchés ont applaudi, puisque le taux terminal, dans les dernières projections, on est à 4,6%, et le marché se dit, ils vont seulement aller peut-être en dessous des 5% comme taux terminal, donc en gros, circuler, il n'y a rien à voir. Or, c'est pas clair pour moi si ce fameux taux terminal va vraiment être en dessous des 5% et assez proche des 4,6. Je pense qu'on a une Fed qui risque de juger ce marché du travail comme toujours un marché du travail très tendu, où le ratio des postes vacants par rapport au nombre de chômeurs, donc on est à 1,7 fois quand même, donc on est sur des niveaux encore de tension sur ce marché du travail. Ça, c'est ça la lecture, je pense, de la Réserve fédérale, une lecture très orientée marché du travail, pour le bon et le mauvais, parce qu'en effet, on peut se demander si la Fed n'est pas en train de passer à côté d'indicateurs plus importants pour ce qui est de la suite des événements, notamment tous les indicateurs avancés américains qui montrent quand même une dégradation assez nette du climat des affaires et donc de l'économie en 2023. Les indicateurs type ISM, les indicateurs type Leading Indices, les indicateurs avancés du Conference Board, on a quand même beaucoup de signaux qui pointent vers une décélération sous-jacente du cycle parce que tout simplement, la Fed a resserré très fortement les conditions monétaires et donc les conditions financières. Et donc, ce resserrement très fort des conditions monétaires et financières va impacter l'économie, même s'il y a un effet retard qui est toujours là. Dans les perspectives 2023, Thomas, effectivement, dans la lignée de ce que vous dites, il y a une idée un peu idéale dans le marché qui serait d'avoir le soft landing de la croissance américaine. Alors, récession douce, soft landing, on tourne autour de cette idée un peu centrale aujourd'hui pour le marché. Et en même temps, ce même marché, il veut voir des baisses de taux assez rapides de la part de la Réserve fédérale américaine dès la deuxième partie de l'année prochaine, de l'année 2023. Et c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a quelque chose d'assez antinomique, une contradiction là entre le fait de vouloir un soft landing et des baisses de taux. Ça peut être l'un ou l'autre, mais les deux, ça semble difficile, Thomas. Tout à fait, il y a une certaine incohérence là-dedans, puisque la Fed a quand même dit et insisté qu'il n'y aurait donc pas de baisse de taux en 2023, basé sur son scénario justement d'un soft landing. Donc s'il y a baisse de taux, ça sera sûrement des baisses de taux en catastrophe,
Et ça sera certainement parce qu'il y a un accident de marché ou un besoin de liquidité dans le marché qui est soudain. Et c'est pas complètement à exclure. Je rappelle d'ailleurs que il y a le QT, le quantitative tightening, donc le retrait des liquidités de la Réserve fédérale qui continue en autopilote, alors même que la Fed continue de monter les taux. Donc on a quand même des liquidités qui s'assèchent sur les marchés qui peuvent donner lieu à des accidents. Et si accident il y a au niveau de la sphère financière, ça peut se réverbérer sur la sphère économique, à un moment où la sphère économique elle-même perd en vigueur sous-jacente. Donc il y a quand même un certain nombre de risques à la fois financiers et économiques pour l'année prochaine. Et si baisse de taux il y a, en effet, ça sera certainement que le scénario du downside, le scénario négatif est enclenché. Comment vous avez quantifié votre scénario macro 2023 pour les États-Unis, Thomas, si on prend les grands paramètres, croissance, inflation, taux de la Fed, qu'est-ce qui ressort de la réflexion que vous avez menée ? Alors, nous, notre prisme pour la prévision de l'économie américaine en 2023, c'est qu'on regarde beaucoup les conditions de la Fed et les conditions monétaires. Donc là, il y a quand même un impact de ces conditions sur la croissance économique américaine. On a eu quand même un très fort resserrement des conditions financières qui vont finir par se réverbérer sur l'économie. Il y a aussi les indicateurs avancés du cycle, donc Conference Board, par exemple, ou les indicateurs type ISM ou les autres PMI, qui également montrent une détérioration. Donc on regarde ça de très près. Et nous, ça nous donne pour nos prévisions économiques une croissance de moins 0,2% pour l'année prochaine. On a une Fed qui devrait continuer à monter les taux, d'après nous, jusqu'au mois de mars, et ensuite garder les taux stables pour plusieurs mois. Donc ça veut dire un taux un taux Fed Funds 5,25% pour mars et par la suite. L'inflation devrait continuer à décélérer, mais avec deux histoires. Avec d'un côté du prix des biens, certes, il y a une très forte décrue, mais du côté des services, il y aura une certaine inertie, notamment à cause du fait que le marché de l'emploi continue d'être très résilient et on a une certaine inertie dans les salaires qui donc devrait perdurer dans les services. Donc une inflation qui va donc graduellement décélérer, mais avec deux histoires sous-jacentes entre les services et les biens. Et quand vous dites une inflation qui décélère graduellement, avec ces deux faces de la même histoire, Thomas, si on met un chiffre sur une idée d'inflation aux États-Unis en fin d'année prochaine, qu'est-ce que ça donne ? Alors pour nous, on est autour de 3% pour la fin d'année, à la fois sur le CPI et pas loin des 3% aussi pour le Core PCE, le fameux indicateur de la Fed. Est-ce que ça ouvre la perspective d'une conversation au sein de la Fed pour commencer peut-être sur un nouvel objectif d'inflation ? Est-ce que le consensus est en train de converger vers cette idée qu'il faudra peut-être réformer l'objectif d'inflation à un moment ? Est-ce qu'on est prêt pour avoir cette conversation ? Sans doute pas tout de suite, mais peut-être dans quelques mois ou quelques trimestres ? Il y a clairement un débat parmi les économies sur cette cible d'inflation à 2%, parce qu'on peut se poser la question si les drivers, les facteurs structurels de l'inflation n'ont pas changé, notamment après le Covid, notamment eu égard à la mondialisation, qui quand même change de format, le rôle de la Chine, le rôle des matières premières et de l'énergie. On va quand même sur des années d'inflation plus élevées structurellement dans le futur. Et la question, c'est est-ce qu'il faut vraiment que les banques centrales aillent à contre-courant, entre guillemets, et soient plus fermes dans leur politique monétaire pour contrecarrer ce mouvement tendanciel. Alors, je pense que le débat pour la Réserve fédérale est un peu prématuré. Il est au niveau des économistes, mais pas encore au niveau de l'institution. Et il est fort à penser que la Fed pourrait rester pragmatique, c'est-à-dire que finalement, on tolère une inflation un peu plus élevée et on ignore un peu l'inflation, même si elle est un peu au-dessus de 2%. Donc, quelque part, ça aura un changement de cible. Pour la première phase, ça sera plutôt du pragmatisme avant d'envisager par la suite, mais par la suite, je pense que ça prendra quand même plusieurs années, un relèvement potentiellement formel du ciblage d'inflation. Donc, je pense que la Fed va officiellement garder sa stratégie, même si au niveau pragmatique et au niveau concret, elle pourrait laisser un peu l'inflation s'installer au-dessus de 2% dans le futur. En tout cas, c'est notre scénario. Une dernière question, Thomas. Quelle sera la place et l'impact de la Chine dans le paysage global macro 2023 et particulièrement pour la macro américaine ?
on semble se diriger vers une réouverture sanitaire et donc une reprise de l'économie chinoise, quand bien même elle ne serait peut-être pas soutenable et aussi forte que ce qu'on a connu les années précédentes. Néanmoins, on attend quand même un effet plus positif venant de Chine. Comment est-ce que ça peut se traduire pour le reste du monde et pour une économie comme celle des États-Unis ? Tout à fait. Alors, il y a 3 points sur l'économie chinoise. Le premier, c'est qu'il y a en fait une réouverture un peu chaotique liée au Covid, puisque après avoir été très ferme sur la politique zéro Covid, on a une impression qu'il y a une réouverture un peu forcée, mais qui va du coup quand même être liée à une montée en flèche du nombre de contaminations du Covid. Donc il faudra quand même gérer ça. On a quand même 2 points négatifs sur la Chine, c'est qu'on a quand même encore le secteur immobilier qui a potentiellement besoin de encore se désendetter, et aussi on a des régulations gouvernementales sur le secteur privé qui sont encore là. Donc on n'a pas encore tous les signaux quand même au vert, malgré cette réouverture qui est nécessaire, voire même qui fera du bien, parce que je signale, les indicateurs chinois sont quand même très mauvais. On a eu encore en ce matin des indicateurs PMI pour les services, on était à 46,7. Donc on a quand même l'économie chinoise souffrait de cette politique d'un point de vue purement économique. Deuxième point, c'est que oui, il y aura peut-être plus de demandes, y compris des matières premières en Chine, avec cette réouverture et ce rebond économique et de rebond de l'activité en Chine. Néanmoins, de l'autre côté, on a comme l'Europe et les États-Unis qui décélèrent. Donc il y aura quand même au niveau du matière première, il y a quand même donc des forces positives potentiellement de Chine, mais des forces négatives en Europe et aux États-Unis. Même si, troisième point, c'est qu'on voit qu'on est quand même plutôt structurellement positif sur le pétrole, et plutôt pour une deuxième, peut-être en 2023, à partir de la mi-2023, une fois que voilà, l'Europe et les États-Unis se stabilisent en termes de rythme économique, et si on va sur une récession douce à modérée aux États-Unis et en Europe. Et alors là, on pourra potentiellement voir une vraie jambe haussière sur les matières premières si la demande chinoise est au rendez-vous et si cette réouverture se poursuit comme on le prévoit. Merci beaucoup Thomas, merci pour cet éclairage macro en vue de 2023 et notamment autour du thème de l'économie américaine. Votre spécialité, votre domaine d'expertise chez Pictet Wealth Management. Thomas Koster qui est en visioconférence avec nous, économiste senior chez Pictet Wealth Management, invité de Smart Bourse pour l'édition de la mi-journée. Voilà pour cette émission, on se retrouve donc ce soir à 17h en direct sur Bismart. Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.